Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Rendez-vous de manager diffusé par la radio Choc qui a comme objectif de discuter avec des professionnels dans le domaine de la gestion afin de partager leur expérience et savoir-faire. Je m'appelle Diego Braido et je suis un des animateurs de ce podcast. Aujourd'hui, au menu, nous allons discuter la thématique des gestions au milieu des ventes, où nous allons aborder des problématiques et sources des conflits qu'un gestionnaire peut faire face dans ce type de domaine. Pour cela, nous avons notre invité, Gino Henry, qui occupe maintenant le poste de National Sales Manager chez Coloplast Canada. Bonjour Gino, comment ça va? Hey, ça va très bien. Bonjour Diego. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça nous fait plaisir de pouvoir discuter avec toi. Donc, si tu peux juste commencer, Gino, à te présenter à notre audience. C'est qui toi? Ton parcours académique et un petit peu ton parcours professionnel pour savoir comment tu es arrivé au poste que tu as aujourd'hui. Ben, parfait. Écoute, au niveau académique, j'ai fait des études en sciences quand j'étais au cégep et je m'orientais beaucoup plus vers les sciences à ce moment-là, plus vers la biochimie. Mais en cours de route, ma famille était beaucoup en business, donc je suis allé faire un baccalauréat en administration des affaires pour ensuite débuter un MBA en marketing je n'ai pas terminé parce que le travail m'a amené à déménager de la Gaspésie, parce que je suis originaire de la Gaspésie, vers le Grand Montréal. Et présentement, j'ai toujours travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Donc, aussitôt que je suis sorti de l'université, j'avais 21 ans à ce moment-là. Et ça fait 34 ans. Ça va faire bientôt 34 ans que je suis dans l'industrie pharmaceutique. Wow, 34 ans. Et oui. Félicitations, belle carrière. Ben merci, c'est gentil. Si je comprends bien, donc tu as une bonne connaissance dans le domaine commercial pour l'industrie pharmaceutique. Et en plus de ça, à peu près trentaine d'années en gestion. Oui, ben écoute, mon parcours dans l'industrie pharmaceutique est assez complexe parce que ça m'a amené à toucher à différentes facettes du travail dans l'industrie pharmaceutique. J'ai été directement rattaché aux ventes, comme représentant sur la route à visiter les médecins spécialistes, les pharmaciens. Et j'ai fait ça seulement environ 4 ans. Et à l'âge de 25 ans, j'ai été promu immédiatement comme gestionnaire. Donc, j'ai travaillé aux affaires gouvernementales un certain temps pour ensuite devenir gestionnaire des équipes de vente, donc gestionnaire d'équipes de vente auprès des omnipraticiens et auprès des médecins spécialistes. J'ai également été au marketing au niveau canadien pour une des compagnies pharmaceutiques et par la suite, j'ai toujours cumulé des postes de gestion exécutif. Donc, et j'ai également eu la chance, c'est une chance, d'être directeur général et de partir une start-up en diabète. Donc, j'ai construit de la base une compagnie qui a eu une portée internationale et qui existe encore aujourd'hui avec le développement de brevets médicaux qui continue à faire son petit bout de chemin. Et aujourd'hui, je suis vraiment plus au niveau canadien. Je suis directeur de la division, quand je dis directeur commercial, là, et je fais partie de l'équipe exécutive de Coloplast Canada et je suis directeur de la division des soins de continence pour la compagnie. Wow, super intéressant. Et dans ton jour, c'est quoi qu'un gestionnaire au milieu des ventes? C'est quoi qui gère? C'est des vendeurs? C'est des gens qui gèrent des équipes? C'est des gestionnaires que tu gères? Raconte-nous un petit peu ton expérience en tant que gestionnaire en ce moment dans ce domaine. Oui, bien, je dirais mon travail se divise vraiment en 2 grandes portions. Je dirais peut-être dans un ratio de 70-30 70 je gère toute l'équipe de gestionnaires de territoire qui sont responsables de la business à aller rencontrer les clients qui sont spécialisés plus dans les soins de continence qu'on appelle. Donc, j'ai 9 employés qui se rapportent à moi à travers le Canada, à partir de la Colombie-Britannique jusque dans les provinces de l'Atlantique. Donc, je dirais ça représente environ, comme je disais, 70 Et l'autre 30 est vraiment de la gestion exécutive. Donc, les grandes orientations, les grands axes stratégiques pour Coloplast, pas seulement dans les soins de continence, mais vraiment pour Coloplast Canada de façon générale, comment optimiser la business ici au Canada, tant au niveau de la business virtuelle, parce qu'on sait que tout le web prend de plus en plus de place avec le consumer marketing et on prépare aussi le lancement de ventes directement en ligne, directement. Les gens vont pouvoir acheter directement de la compagnie dans les mois à venir. Donc, tous ces grands axes-là pour les plans quinquennaux, les lancements de nouveaux produits à venir dans les années à venir, on travaille sur ces plans de lancement-là en même temps. OK, je comprends. Et maintenant, si on parle de la gestion exécutive, est-ce qu'il y a une différence entre gérer des exécutifs et gérer des gens qui sont plus techniques?
Et la Ah, il y a réponse... du vécu, là. Ah oui, oui, oui. Ah, écoute, poser la question, c'est y répondre dans la mesure où la portée est différente. Le travail est différent. Donc, je dirais, moi, je suis un gestionnaire qui considère toujours chacun des employés comme un client. Donc, oui, on a de la clientèle externe, mais pour moi, les employés à l'interne sont tous des clients. Et moi, j'aime utiliser la terminologie que ce sont des clients internes. Donc, les besoins de chacun de ces clients internes-là vont varier en fonction des tâches et des responsabilités qu'ils ont. Mhm. Donc, on doit, avec le groupe d'employés qui se rapporte à nous, on a une certaine autorité, entre guillemets. J'aime mettre le mot autorité entre guillemets parce que, à quelque part, oui, il faut faire appliquer certaines choses, mais il faut aussi répondre à leurs besoins. Donc, on est aussi très interdépendant de nos employés. Et quand on arrive vers l'exécutif, il faut faire beaucoup preuve de capacité managériale sans autorité. Et c'est là que l'approche OK. de travail est très différente entre travailler avec des exécutifs versus travailler avec des employés sous laquelle tu as la responsabilité managériale. Parce que aussi le fait que c'est une gestion horizontale, c'est des gens qui sont au même niveau que toi. Il n'y a pas la hiérarchie où ils ont le sens comme quoi c'est toi leur boss. Ils doivent t'écouter, ils ne peuvent pas te dire quoi faire. Ils peuvent donner l'opinion, c'est plus ouvert, c'est comme des pairs dans ton équipe. Tout à fait. Puis il faut faire preuve d'une grande intelligence émotionnelle lorsqu'on arrive à travailler Ah, avec des sûrement. exécutifs parce que tout le monde a des fortes personnalités. Tout le monde veut réussir. Ils ne sont pas rendus dans des postes de haute direction pour rien. Ils ont fait leur preuve dans le passé. Et c'est là qu'il faut apprendre à bien naviguer, c'est-à-dire bien définir son réseau de contacts à l'interne. Même si c'est des petites équipes, il faut bien comprendre leurs attentes, leurs besoins, Exactement. comment dealer avec eux autres. Ça, c'est vraiment important. J'ai mis un mot que tu as dit, la personnalité. Oui. On va parler un petit peu plus sur ça. On sait que la personnalité des gens, tu sais, il y a des gens qui sont très analytiques, des gens qui sont très directifs, des gens qui sont très créatifs. Vu que c'est des gens exécutifs, le profit doit être assez directif. Ou la partie la plus forte de la personnalité de la personne est plus direction. Est-ce que ces gens-là, tu as toujours la tendance à avoir des conflits avec eux parce qu'eux, ils veulent toujours faire valoir leur avis, leur façon de faire les choses, ou ces gens-là, ils sont aussi quand même ouverts aux idées pour discuter? Raconte-nous un petit peu ton expérience par rapport à ces genres de personnalité qui est forte. Oui. Bien, c'est très intéressant ce que tu as dit, Diego, parce que tu dis beaucoup de gestionnaires ont une personnalité directive. Et ce n'est pas toujours le cas. On est choyé dans l'industrie pharmaceutique ou de produits médicaux parce qu'on a souvent accès à beaucoup de ressources au niveau de la gestion des ressources humaines. Donc, quand je regarde l'équipe d'exécutifs avec qui je travaille, on a tous fait des tests de personnalité et on a partagé nos rapports de personnalité. Entre vous? Entre nous. Donc, oui, Donc, comme ça, chacun se connaît tout la à fait. personnalité, les tendances, C'est-à-dire qu'il existe différents modèles de définition de personnalité, là, mais souvent, les gens vont souvent entendre parler des modèles de couleurs. Exact. Bleu, rouge, vert, jaune. Et on a tous une idée, et on sait très bien dans quel cadran chaque gestionnaire se positionne sur la grille. Donc, je sais très bien que quand j'interagis avec telle personne, je connais son style et je peux m'adapter. Et on se fait un devoir de bien adapter nos styles. Et aussi, je dirais, dans nos réunions, par exemple, on a mis en place des actions bien précises pour s'assurer d'optimiser le style de chacun. Exemple, on sait très bien que quelqu'un, par exemple, qui est plus analytique, qui est plus bleu, souvent va avoir besoin de prendre du temps pour analyser certaines données. Fait qu'une des choses qu'on a convenues, c'est qu'on va toujours partager les documents avant les réunions pour qu'on puisse analyser ce qui est à l'intérieur de ce qui va être présenté pour être prêt à interagir et optimiser nos réunions, par exemple. C'est un exemple bien précis, mais c'est une réalité. Et ça, c'est très intéressant. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu parler d'une entreprise où les gens sont au courant de ça, des personnalités. J'ai pas eu l'occasion où les gens, ils savent ça, ils s'interagissent, ils se partagent cette info. Oui. Parce que ça, c'est la clé pour avoir une bonne communication. Comme tu dis, quelqu'un qui est analytique, quelqu'un qui est directif, tu ne vas pas écrire le courriel de la même façon. Le gars analytique, il va avoir des données qui basent tes faits, qui vont aller justifier le pourquoi, la raison de le faire. Quelqu'un directif, écris-moi
2 phrases. C'est quoi le but? Qu'est-ce qu'on fait? Pour quand? Mhm. Et ça peut créer des conflits, j'imagine. Quelqu'un qui écrit un long texte, la personne n'a rien compris, elle renvoie la balle. Hey, j'ai rien compris ce que tu as écrit. Est-ce que tu peux me clarifier? Et là, ça peut créer des petits conflits où chacun s'attend à un type de communication. Tout à fait, tout à fait. Puis on se le cacherait pas, là, dans toutes les équipes, il va en avoir des formes de conflits à différents niveaux là, d'importance ou de très, très peu d'importance. Mais je pense qu'à la base, ce qui est très important, c'est de mettre des règles dans je dirais, de communication et des règles dans les réunions, par exemple. Fait que Ouais. je vais donner un exemple. Lorsqu'on définit nos objectifs de la réunion, on s'assure de toujours valider est-ce que les gens sont prêts à passer à l'autre étape. On a pris cette décision-là. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec? Tout le monde a eu la chance de s'exprimer. Ça ne veut pas dire que tu es à 100% d'accord avec la décision, mais lorsqu'on prend la décision, tu dois être 100% d'accord sur l'implantation de la décision. Ouais. Et c'est souvent là que le bas blesse parce que souvent, tu as des gens qui prennent des décisions et ils ne vont pas valider que tout le monde va accepter d'implanter à 100% cette décision-là et on ne revient plus en arrière. Il n'y a rien de pire pour moi, là, moi comme gestionnaire, si on dit 1 plus 1 égale 2, bien, ça égale 2, ça égale pas, c'est pas 1,5 plus 1,5 égale 2. Non, non, on a dit que c'est 1 plus 1 égale 2, c'est la direction que l'on prend et on y va dans cette façon-là. Parce qu'au bout du compte, tout le monde va être responsable, soit de la réussite, soit de l'échec, des atteintes, des objectifs commerciaux que vous avez. Si quelqu'un n'a pas été d'accord, il faut qu'il dise sur le moment. Sinon, plus tard, il ne va pas vouloir se faire reprocher alors qu'il n'était pas d'accord, mais il n'a rien dit. C'est tellement vrai ce que tu dis. L'accountability, en beau français, comme on dit. Je me souviens d'une réunion où j'avais une gestionnaire qui était vice-présidente et on parlait d'un sujet très, très délicat. Et elle n'était pas à 100% d'accord avec la direction, puis que tout simplement, elle dit ouvertement à tout le monde, ben en tout cas, vous prenez le risque et vous assumerez ce risque-là. Et c'est à ce moment-là où j'ai dû intervenir et j'ai dit, ben je m'excuse, on prend ce risque-là en équipe et tout le monde doit être à l'aise. S'il y a quelqu'un qui n'est pas à l'aise, on ne peut pas avancer. L'accountabilité va être à tout le monde sur la direction qu'on va prendre et non pas je vous laisse aller puis prenez le risque. Non, je suis d'accord. C'est une façon aussi que les gens soient impliqués, se sentent consultés. Et là, ils vont pouvoir donner les vraies opinions qu'ils ont. Et ils ne vont pas pouvoir dire plus tard, je n'ai pas été consulté. Tu es d'accord, tu as un engagement, tu responsabilises et tu participes aussi à l'atteinte des objectifs. Tout à fait, Diego. Puis je te dirais, de ce que j'ai vu dans mon expérience, parce que j'ai quand même géré des exécutifs moi-même comme directeur général ou sur les comités d'exécutifs, la plus grande source de conflit est le manque de communication et de clarté dans les communications. C'est très rare qu'on va voir des conflits entre individus, mais les conflits entre individus vont se développer souvent et dans la majorité du temps reliés à un manque de communication ou à un manque de clarté dans cette communication-là. Et est-ce que tu penses que cette source de conflit, elle est plus présente avec des exécutifs ou ce sera à peu près la même source dans l'autre bord des employés, les techniciens, par exemple? Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un autre conflit que tu as vu apparaître où ce n'était pas en lien avec la communication ou que tout le monde soit d'accord avec les objectifs? Je te dirais que je ne vois pas nécessairement de différence entre les exécutifs et les autres employés parce qu'à la base, si ta communication n'est pas claire, ça va créer de l'interprétation et potentiellement un mauvais plan d'implantation par la suite de ce que tu voulais communiquer. C'est sûr qu'il y a toujours d'autres formes de conflits, des conflits de personnalité, des gens que, malheureusement, ils n'ont pas d'atome crochu. Ou bien des gens qui n'ont pas compris, hors de tout doute, les attentes. Et ça, c'est une grande source de conflit parce que si les attentes, les expectations ne sont pas très précises et qu'une personne prend la direction nord-est, par exemple, et qu'il devait aller sud-ouest, ben, est-ce que c'est la faute de l'employé ou c'est la faute du gestionnaire qui a mal communiqué la direction? Et ça, pour moi, ça, c'est toujours un facteur extrêmement important pour éviter ces conflits-là ou des mauvaises compréhensions. Exactement. Et l'aspect conflit vertical, où ça part, une mauvaise relation entre le gestionnaire
et le subordonné. Est-ce que tu penses que ça peut avoir plus d'impact quand c'est des techniciens, alors qu'eux, il y a cette hiérarchie où, ah oui, il faut que j'écoute qu'est-ce qu'il dit, je ne peux pas donner mon avis, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que tu as eu un vécu par rapport à ça où ce genre de conflit, il a été plus difficile à gérer qu'un conflit horizontal des gens du même niveau? Je dirais pas que c'est plus difficile à gérer. Je pense que ce qui est plus important dans tout ça, c'est une question de validation des faits. Il n'y a rien de pire que d'essayer de gérer un conflit sans aller valider les faits et d'être certain hors de tout doute. Et des qu'en dira-t-on, des histoires, si tu ne vas pas valider, comme gestionnaire, tu risques de prendre des mauvaises décisions. Tu prends des mauvaises décisions, tu n'as pas validé tes faits, tu n'as pas consulté d'autres personnes. Et puis... Tout à fait. Puis honnêtement, il ne faut pas avoir peur de poser les vraies questions. Et je trouve que souvent, il y a trop de gestionnaires qui tournent alentour du pot. J'aime utiliser l'expression « un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien ». Donc, dis-moi qu'est-ce qui se passe, donne-moi ta version des faits. Les vrais faits. Et si tu ne vas pas à la source, comme gestionnaire, pour ceux qui suivent différents cours de gestion, on dit quand on a une problématique, la fameuse technique du 5 why. Bien, si tu ne les poses pas, les questions des 5 pourquoi, est-ce que tu as vraiment trouvé la cause source du problème? Ben, tu pourras pas gérer la situation correctement. Et donc, on peut dire que la communication est la base essentielle dans ce domaine pour éviter des conflits. La communication et la validation. Parce que tu peux communiquer une information, tu l'as même peut-être fait valider par ton département de communication et tu ne vas pas valider la réception de la personne qui doit recevoir le message. Et ça, souvent, c'est une cause de conflit. Et c'est pour ça que moi, j'applique toujours... J'ai une technique, là, à un moment donné, j'ai eu une formation avec une des compagnies pharmaceutiques pour qui j'ai travaillé qui s'appelait Purposeful Conversation. Puis c'est une technique de communication en 5 étapes. Et la 4e étape, c'est validation des actions à venir et également valider s'il n'a pas d'obstacle suite à cette compréhension-là. Et finalement, la 5e étape, c'est de faire un résumé des attentes et du plan d'action pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose que je m'assure toujours d'appliquer dans mes principes de gestion. Donc, un exemple serait à la sortie d'une rencontre importante, tu écris un plan d'action, tu envoies un courriel, tu t'assures que tout le monde a reçu. Voici ce qu'on a discuté, voici ce que chacun doit accomplir d'ici la prochaine rencontre. Et là, tu peux régler des problèmes de malcompréhension. Ah, j'ai pas compris peut-être comme ça. Et là, tu peux régler un problème majeur qui aurait pu se produire. Quelqu'un qui a mal compris, mais il ne s'est pas manifesté parce qu'il était peut-être gêné. Bien, tu vois, tu as tout à fait raison, Diego. J'ajouterai quelque chose sur ce que tu viens de dire, par contre. Vas-y. Le courriel fait partie du plan d'action. Avant d'envoyer le courriel, lorsque je vais terminer mes rencontres ou mes réunions avec mes employés, je vais faire un tour de table. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ne sont pas à l'aise avec la décision? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous empêcher d'implanter cette décision-là? Donc, avant que la rencontre se finisse. Tout à fait. Okay. Donc, on fait une validation tout de suite et dans le plan d'action, je vais vous envoyer un courriel avec chacune des étapes à suivre, mais est-ce qu'il y a, pour le moment, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer avec ce plan d'action-là, par exemple? Si la réponse est non, parfait, la réunion est close et à ce moment-là, je fais le suivi par courriel pour m'assurer de faire une traçabilité. Parce que on dit toujours, les paroles s'envolent, les écrits restent. Ouais. Donc, cette traçabilité-là devient importante. Intéressant. Donc, on parle des objectifs en vente. Ça doit émaner des objectifs stratégiques de l'entreprise qui disent, cette année, on veut accomplir X dollars de profit. Après, chaque département a son objectif. Et là, tu dois le communiquer en fonction de ton équipe, ce que chacun doit accomplir. Et comment est-ce que tu fais le suivi pour s'assurer que vous allez atteindre ces objectifs le plus proche possible du but? C'est une très bonne question, Diego. L'objectif de base est le même pour tout le monde. Donc, et je pense que ce qui est important, c'est quand on parle de l'exécutif et qu'on a les objectifs d'identifier pour la corporation, par exemple, peu importe la corporation, je ne sais pas moi, si on dit on veut augmenter les ventes de 10 % d'un produit X, par exemple, bien, cet objectif-là s'applique à tout le monde. Donc, moi, la manière dont je gère mes employés, je vais donner un chiffre à chacun de ces objectifs-là qui sont un objectif corporatif.
Lorsqu'ils arrivent à mon niveau, supposons que c'est l'objectif 1, à mon niveau, il va devenir l'objectif 1.1, 1.2, 1.3. Parce que je peux peut-être avoir trois petits objectifs qui vont permettre d'atteindre l'objectif numéro 1, qui est l'objectif global. Je prends ces 3 objectifs-là qui est à mon niveau de gestion à moi et je les présente à mes équipes. Mon objectif 1.1, pour augmenter 10 % des ventes du produit X, la première chose, ça va être de développer un réseau de contacts de champions à travers le Canada, par exemple. Identifier 5 personnes clés à travers le Canada qui vont devenir des Key Opinion Leaders, des leaders d'opinion. Là, je suis rendu à 1.1. Donc, c'est une belle façon de décortiquer tes objectifs au plus de détails possible. Tout à fait. Et si toi, Diego, tu te rapportais à moi et que ton objectif 1.1.1, c'est d'identifier 2 KOL dans ton territoire, ben c'est parfait. Donc, on sait très bien tout de suite que ton objectif numéro 1 à toi vient du 1.1.1. Et tout le monde sait c'est qui. Si j'avais un deuxième employé, lui, ce serait 1.1.2. Et là, je suis capable de dire, OK, les 1.1.1 me permet d'atteindre l'objectif d'avoir 5 KOL à travers le Canada, qui va me permettre d'augmenter de 10 % les ventes de ce produit-là. Mais quand je vais voir à la base, mon employé numéro 1, lui, il va en recruter 2. Mon employé numéro 2, il n'en recrutera pas parce que ça ne fait pas partie de ses priorités. Parfait, il n'apparaît pas. Bien, je vais aller au 3e employé, qui est le 1.1.3. Donc, comme ça, je cascade chacun des objectifs et je m'assure que chaque personne a vraiment une mentalité de franchise owner. Ça t'appartient à toi. Exact. Mais par contre, quand je cumule tous les objectifs individuels, ça me permet d'atteindre mes objectifs, moi, comme gestionnaire canadien, et ça me permet de livrer la marchandise pour l'objectif global du Canada. Je trouve très intéressant, Jack, tu fais la gestion de projet, tu vois les interdépendances des tâches, tu permets de suivre, savoir qu'est-ce qui peut être accompli avant que l'autre tâche puisse être finie. Comme ça, tu peux maximiser le temps de tes employés, j'imagine. Bien, on maximise le temps des employés dans un premier temps et on décortique aussi le gros objectif en plus petites parties que toi, en tant qu'employé, qui est le 1.1.1 qu'on parlait tantôt, ouais. Tu as ce ownership-là de dire « Hey, ça m'appartient. Moi, ma job, c'est de recruter 2 personnes. Et moi, comme gestionnaire, c'est de m'assurer que tu le fais. Donc, ça t'appartient et moi, je suis là pour te supporter que tu atteins ton objectif. Mais ton objectif est cumulatif au mien. » Oh, super intéressant. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé surtout des clients à l'interne. Comme tu as dit, j'aime bien ton expression, tes employés, c'est tes clients. Maintenant, parlons un petit peu plus de tes clients à l'extérieur qui vont acheter tes produits. Quels sont les genres de conflits que tu fais face dans ton quotidien, dans le domaine gestion au milieu des ventes, avec des clients à l'extérieur de l'entreprise? Tout à fait. Je dirais que c'est le même genre de conflit que l'on gère avec nos employés internes, mais de nature légèrement différente. Moi, quand j'avais commencé mon premier MBA, c'était un MBA centré sur le marketing et la thématique, c'était le Customer Centricity. Mm-hmm. Donc, et j'ai développé un modèle de travail qui s'appelle le Sun Concept ou le concept du soleil. L'idée de ça, c'est de prendre un client et d'identifier tous les paramètres qui influencent les clients et d'identifier à ce moment-là, comme client A ou B ou C, quels sont les paramètres qui sont les plus importants pour toi. Okay. Ça peut devenir une source de conflit parce que si toi, le client A, les paramètres ne sont pas le même que moi, le client B, et que mon employé vient et te parle toujours de paramètres qui ne résonnent pas pour toi, c'est des sources de conflit. Donc, et ça, c'est vraiment de trouver une façon d'adapter nos mises en marché à chacun de ces clients-là. On s'entend? C'est stratégique. C'est très stratégique et la majorité des clients vont se ressembler. Ça peut penser un peu ésotérique, ce que je dis là, mais quand tu appliques le concept du soleil et que tu identifies les paramètres qui influencent la majorité de tes clients, ça se répète. Mais par contre, il y a des particularités et ça vient faire en sorte qu'on évite des sources de conflit. Un des paramètres qui est très important d'éviter des sources de conflit, c'est de voir dans un client donné, quelles sont les ressources qui gravitent alentour de ces clients-là aussi. Parce que dans notre domaine à nous,
on ne peut pas vendre à un professionnel de la santé. On peut seulement discuter avec lui, à savoir est-ce que le produit que l'on offre est une solution optimale pour les patients qu'il va voir. À tes besoins et tout. Tout à fait. Mais par contre, ce professionnel de la santé-là, il est aussi accompagné de d'autres professionnels de la santé. Donc, pour un patient donné, on peut avoir plusieurs personnes impliquées dans la décision finale. Donc, Ok, ça je vient comprends, ouais. compliquer un petit peu le processus, mais encore une fois, si tu appliques le concept du soleil, tu vas comprendre que pour ce client-là, donné, pour faire un choix de produit pour le patient, il doit faire affaire avec un autre professionnel de la santé. Et tu dois comprendre cette interaction-là Donc, dans la ton clé, offre de c'est service. comprendre ton client, ses besoins et savoir c'est tout ce qu'il recherche, tous les risques pour pouvoir bien adapter ta stratégie en fonction des besoins de chaque. Tout à fait. Puis, tu sais, du moins, je peux le confirmer, dans le domaine médical, pharmaceutique, one size fits all marche pas. Ça marche pas. Et ça, un représentant, par exemple, parce que ce sont des gens très qualifiés, nos représentants, là, tout le monde a au minimum des baccalauréats. La majorité ont maintenant des maîtrises et on a même des représentants qui ont des doctorats. Je peux pas dire n'importe quoi. Ils savent qu'est-ce qu'ils cherchent. Tout C'est à des gens fait. très éduqués. Mais d'un autre côté, c'est aussi un couteau à deux tranchants parce que ce sont des gens extrêmement compétents qui pensent peut-être qu'ils ont la réponse à la situation, Ah, mais ils n'adaptent pas la solution au client qu'ils rencontrent. Puis si c'est un médecin spécialiste, par exemple, tu essaies de lui vendre quelque chose ou de lui présenter quelque chose et que ça ne résonne pas pour lui. selon tout ce qu'il a étudié, c'est difficile à le convaincre ou Ouais. au moins montrer les bénéfices de la Tout à nouvelle fait. stratégie de ton produit que tu essaies de vendre. Tu as tout à fait raison. Moi, j'ai vu des situations où il y a des représentants qui se sont tout simplement fait montrer la porte. Ah oui, Ah à oui, ce tout point. à fait. Tout à fait. Ils ont un orgueil. Ah, ça vient avec. Et dans la communication encore. Oui, tout à fait. Tout est relié. La communication, on dirait que pour tes employés, tes clients, tes dirigeants d'entreprise, si tu sais bien communiquer, tu peux plus facilement comprendre les besoins de la personne, transmettre le message que tu veux et peut-être arriver à une entente où au moins tout le monde sait qu'est-ce qu'il veut. Ben oui. Puis avant ta communication, c'est d'identifier ton client et qu'est-ce qui fait résonner. Il y a des clients que tu ne peux pas aller... quand je dis client, que ce soit un employé ou un client externe, pour moi, c'est la même chose. Il n'y en a pas de différence. Je fais l'analyse de chacun de mes employés. De quelle façon je dois communiquer avec eux? À quel moment? Il y a des gens, là, je les appellerai jamais pour leur donner des directives le vendredi après-midi. Ça ne fonctionnera pas. Ah, il faut choisir le moment. Bien sûr. Tu sais, le moment, l'environnement et le contenu a autant d'importance en bout de ligne. Et maintenant qu'on parle de la partie intelligence émotionnelle, comme tu as mentionné, le fait, des fois, tu es avec le client, la discussion monte, les émotions commencent à sortir, il y en a qui ont moins contrôle sur ça que d'autres. Est-ce que tu as déjà été dans une situation similaire où tu parlais à un client, le client, il a tout simplement pété une coche, comme on dit au Québec, et comment tu as géré la situation? Oui, ça m'est arrivé de différentes façons dans ce genre de situation-là. C'est sûr que l'intelligence émotionnelle fait appel à plusieurs sens. On ne se le cacherait pas. Si tu ne regardes pas le body language de ton client, tu manques quelque chose. Tu essaies de lui expliquer quelque chose et il n'écoute pas. Donc, si ton intelligence émotionnelle n'est pas là, ça ne fonctionne pas. J'ai vu des situations, par exemple, où j'avais des représentants qui rentraient, ou même moi, ça m'est déjà arrivé quand j'ai commencé comme représentant pharmaceutique, où je suis rentré dans un bureau de médecin, puis il me dit, oui, ben, parle-moi de tes produits. Puis je commence à parler, puis je vois bien que le médecin, là, il n'est pas là. Il n'est pas là du tout. Il n'est pas là du tout. Et c'est là que j'arrête. Je dis, écoutez, est-ce que c'est un bon moment? Une grande erreur de ma part. Ça, c'est fort, Dino. Honnêtement, il y a peu de gens qui lisent le non-verbal, malgré qu'on dit 70%, c'est du non-verbal. Oui. Et tu dois avoir ça avant que ça escalade. Et ça, c'est un excellent conseil, là, de lire la personne. Oui, puis ajuster. Puis je l'ai appris à la dure ou sur le tas, comme on dit par chez nous. Là. À ce moment-là, quand je suis arrêté, puis je pose la question, je dis, est-ce que c'est un bon moment? Puis on dit toujours, ne réponds pas à une question. Hein? Laisse la personne répondre.
prends la pause et laisse-leur répondre. Et ça a pris environ 10 secondes avant que la personne réponde. Ah oui. Ça a jeté un silence dans la discussion. Et finalement, il me regarde et il dit, « Tu sais quoi, Gino? C'est vrai que c'est pas un bon moment. » J'ai dit, « Ben, c'est parfait. » Il dit, « C'est pas à cause de toi du tout. C'est juste que le patient que je viens de rencontrer, un patient de 30-32 ans, je me souviens plus trop de l'âge, je viens de lui annoncer qu'il a un cancer et que son cancer est incurable. Et j'ai énormément de difficultés à me reconcentrer. » C'est là que je dis, savez-vous quoi, vous avez bien fait de me le dire. Prenez soin de vous, on va se revoir. Ce genre je sais pas, d'intelligence émotionnelle, d'être capable de sentir comment l'individu va. Et j'implique, c'est drôle parce que j'intègre toujours ça, moi, dans mes discussions avec les employés maintenant. Oui, c'est important. Cette intelligence émotionnelle-là, quand j'entre en discussion, exemple en one-on-one avec avec mes employés, parce que j'ai des réunions 1 à toutes les semaines, toutes les 2 semaines avec chacun de mes employés, je leur fais la nomenclature des points que je veux discuter et je vais toujours valider. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu as besoin de me parler avant qu'on commence à regarder ça? Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que si un employé ou un client a quelque chose en tête qui ne va pas, peu importe ce que tu vas vouloir adresser, ça ne rentrera pas dans sa tête. Et pour moi, ça, c'est toujours important d'aller vider toute problématique potentielle que l'individu a dans sa tête. Et après ça, on peut te parler d'autres choses. Parce que sa priorité à lui n'est peut-être pas ta priorité à toi. Exactement. C'est les besoins de base de Tout la à fait. personne. Tout à fait. Mais je trouve que c'est une habilité qui n'est pas évidente de développer sans avoir l'expérience. Tu ne peux pas arriver le matin et avoir ce genre de qualité de prendre le temps de lire. Je pense que ça dépend de la personne, comment elle est en tant que personnalité et aussi selon le vécu. Est-ce que tu as un conseil à donner pour les nouveaux gestionnaires qui peut-être ont de la difficulté à saisir ces genres de non-verbal ou savoir le bon moment opportun de procéder ou non avec des actions selon comment l'autre personne réagit? Est-ce que tu as un conseil à donner pour les nouveaux gestionnaires qui ne sont peut-être pas au même niveau que toi, des contrôles émotionnels? Tout à fait. Bien, il y a quelques conseils que moi, je donne toujours, même avec les gestionnaires que j'ai gérés dans ma carrière. C'est dans un premier temps de définir la façon dont on veut interagir avec les gens. Ça, pour moi, ça, c'est la clé. Donc, si j'ai du feedback constructif à te donner, de quelle façon tu veux que je le fasse, par exemple? Si on a des problématiques à gérer, il faut le faire. Et moi, dans ma tête, là, quand je fais du coaching, je dis toujours aux gens, n'oubliez jamais, vous avez 2 chapeaux dans votre tête. Et vous devez apprendre à jongler avec ces 2 chapeaux-là. Mm-hmm. Le premier chapeau est un chapeau de coach et le deuxième chapeau est un chapeau de direction. Quand il y a quelque chose qui est non négociable, il faut être très clair que c'est non négociable. Ça doit être fait comme ça. Et on ne peut pas passer à côté. Il faut délimiter. Je suis ton boss ou supérieur. Oui. Je ne suis pas la personne qui va te donner des ordres et tu dois obéir. Je peux t'écouter, mais je ne suis pas non plus ton ami. Il y a travail, vie personnelle. Tout à fait. On est proche, mais il y a des limites. Quand j'ai dit certaines choses, il faut écouter, right? Bien, j'aime ce que tu dis parce que moi, quand j'ai des discussions avec mes employés, je leur dis toujours, oubliez jamais, on est des employés avant même on est des amis. Parce que par la force des choses, on devient des amis. Ouais. Et quand j'ai eu à donner du feedback difficile ou constructif à certains de mes employés, puis pourtant, j'avais des bonnes relations, j'étais toujours très clair avant d'amener ce point-là de discussion. On est là pour parler de la job. Et voici ce que j'ai à te dire. Et ça, c'est un premier conseil. Le deuxième conseil que je dirais, c'est d'aller au moins poser des questions. Aller valider auprès des gens de quelle façon il faut travailler avec eux. Uh-huh. Parce que souvent, j'ai vu des gestionnaires qui pensent que « Ah, maintenant, je suis gestionnaire, je sais comment ça marche. » Bonne chance, parce que si tu as cette forme-là, ben, je suis pas sûr, mais tu risques d'avoir des conflits. Et une des grandes qualités que je vois chez les bons gestionnaires, c'est de faire preuve de beaucoup d'humilité. La seule façon que tu peux être un bon gestionnaire, c'est que tes employés soient bons. Et si tu n'es pas capable de te mettre au niveau de tes employés pour t'assurer qu'ils sont dans un environnement optimal, qu'ils ont du plaisir à travailler avec toi, un jour,
tu ne seras pas capable de livrer la marchandise en tant que gestionnaire parce que tes employés n'auront pas la confiance et le désir de travailler dans cet environnement-là. Donc, un des grands conseils que je dirais, c'est comme gestionnaire, posez-vous la question, l'environnement de travail que je veux créer, c'est quoi? Parce que vous êtes une micro-entreprise dans une entreprise et dites-vous, posez-vous la question, comment je veux gérer ma micro-entreprise dans cette entreprise-là? Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En parlant du feedback constructif aux employés, est-ce que tu remarques un changement dans la personnalité des nouvelles personnes qui intègrent le marché du travail comparé à des gens de ton âge ou des gens un peu plus âgés? Est-ce que tu vois un changement drastique où, je ne peux plus parler à la personne franc comme ça, elle peut se sentir insultée, elle peut dire que c'est de l'intimidation. Est-ce que, on dit souvent que la young generation, les gens sont en train de changer, sont peut-être plus sensibles. Est-ce que tu as eu une situation où c'est vrai ce que j'ai dit ou pas nécessairement? Je vais te taquiner parce que c'est vrai, des gens de mon âge, ça réagit pas pareil. Non, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison, Diego, je te taquine en disant ça. Mais tu as tout à fait raison que les générations d'employés, les attentes ont changé. Et honnêtement, moi, je trouve ça exceptionnel que ça change. Parce que chacune des générations nous challenge sur certaines positions de statu quo qu'on avait peut-être dans notre tête, mais ce statu quo-là ne fonctionne plus aujourd'hui et ne fonctionnera peut-être plus dans 5 ans non plus. Mm-hmm. Fait que je reviens toujours à la base que si tu prends soin de tes clients, tu devras définir leurs attentes et adapter tes attentes en fonction de leurs attentes. Fait qu'un jeune qui a 30 ans, aujourd'hui, versus quelqu'un qui a 50 ans, la mentalité est différente. Et si tu n'es pas capable de t'adapter à ces jeunes-là, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que malheureusement, tu ne crées pas cet environnement de micro-entreprise-là qui va répondre aussi à ses besoins à lui. Et c'est un challenge aujourd'hui de pouvoir répondre aux besoins de multiples personnes. Moi, j'ai des employés, je pense que mon plus jeune sur les 9 que j'ai au Canada, mon plus jeune a 28 ans et la personne plus âgée est à la mi-cinquantaine. Et donc, tu gères les deux, tout à fait. Deux tranches d'âge très différentes. Et toutes les autres sont dans le milieu. J'en ai au début de la trentaine, j'en ai plus à la fin de la trentaine, dans la quarantaine. Donc, les besoins sont légèrement différents, c'est vrai. Il faut adapter nos approches de coaching, la façon dont on interagit avec chaque individu. Mais par contre, les attentes demeurent les mêmes et ça, il faut toujours être très clair sur nos attentes. Oui. Mais il faut adapter notre façon de travailler avec ces individus-là. Il faut, si on veut, faire la micro-gestion des personnalités, mais pas des personnes. Il faut faire la bonne gestion, mais s'adapter. OK, à telle personne, je parle, elle est comme ça, c'est ça ses attentes. Donc, je dois m'adapter à ça. Je ne peux pas parler de la même façon que je parle à l'autre. Oui. Oui, si les gens pouvaient voir mon visage quand je t'ai entendu dire le micromanagement, pour moi, c'est une des plus grandes faiblesses d'un gestionnaire. Pour moi, c'est la démonstration souvent d'un manque de confiance personnelle, d'un manque de confiance envers les employés et fort à parier, un manque de clarification des attentes. Parce que demander tout le temps, hey, où est-ce que tu es rendu? Je t'ai demandé hier, tu es rendu où aujourd'hui? Personne n'aime ça. Ça met de la pression pour rien. Tout à fait. J'ai lu plein de livres là, avec des auteurs. Puis un des leaders qui est très flagrant puis que tout le monde connaît, là, Steve Jobs, il le disait toujours, si on embauche des gens pour en faire des MeToo, pour en faire des clones des autres, mais pourquoi qu'on les embauche si on ne va pas maximiser leurs compétences? Moi, ce n'est pas ça le but. Si j'embauche quelqu'un, j'embauche quelqu'un qui va me permettre, de me challenger à moi-même, déjà en partant, parce que je suis loin d'être parfait, et qui va aussi challenger nos façons de faire pour s'améliorer. Et c'est pour ça que je veux aller chercher des gens qui se complètent et qui sont différents en bout de ligne. C'est la diversité. Tout à fait. Tout à fait. Le temps de l'épisode arrive proche à la fin. On peut passer à la dernière étape de l'entretien. On parle maintenant regard vers l'avenir. On aimait bien avoir ton avis, Gino, sur l'évolution de la gestion en vente avec l'arrivée de nouvelles technologies, disons l'intelligence artificielle, les connectivités des appareils. Est-ce que tu vois un potentiel à utiliser ces nouvelles technologies qui changent à chaque jour dans ton domaine? Et comment tu penses que ça pourra te ramener
des gains en efficacité, efficience ou atteindre tes objectifs? Oui, tout à fait. Ben, honnêtement, une compagnie qui ne veut pas s'adapter à l'innovation technologique, que ce soit l'intelligence artificielle ou l'ajout de systèmes de gestion de clientèle, ben, est appelée à mourir. Tout simplement, l'entreprise est appelée à être dépassée. Uh-huh. Et c'est la beauté du domaine où je travaille, c'est-à-dire que dans l'industrie pharmaceutique médicale, on a toujours été challengé à innover sur une base continue. Et on doit toujours se mettre à jour. On a des certifications à faire continuelles, etc. Donc, pour moi, c'est une question d'efficience et d'efficacité en bout de ligne. Mais en même temps, si tu ne t'assures pas de bien supporter tes employés avec de la formation continue, de l'éducation par rapport à tout ça, ben tu risques de frapper un mur assez rapidement. Parce que ces technologies-là, même si on est dans un secteur assez, je dirais, avancé technologiquement dans le domaine pharmaceutique, il n'en demeure pour moi que quand on commence à regarder les technologies, les outils de travail, tu sais, je vais donner un exemple, Diego. Nos représentants, nos gestionnaires de territoire, qu'on appelle, nous, chez Coloplast, n'ont plus d'outils physiques pour présenter les produits à leurs clients. Tout est virtuel, tout est sur des tablettes. On dit toujours qu'une image vaut 1000 mots. Ben maintenant, ce n'est pas juste des images, c'est des vidéos, par exemple, qui vaut 1000 mots, etc. Donc, l'intégration, c'est juste un petit exemple, mais de l'innovation technologique vaut la peine. Là, tu vois, un des facteurs qu'on est en train d'implanter beaucoup, c'est tout ce qui est intelligence commerciale. Uh-huh. Donc, via Power BI, par exemple, on intègre des dashboards, des outils qui permettent aux représentants d'avoir des rapports que ça leur prendrait des heures et des heures à analyser les données. Et là, de façon instantanée, avec leur cellulaire ou avec leur tablette ou avec leur ordinateur, ils ont accès à toutes ces données-là. Donc, c'est assez phénoménal comment on peut optimiser l'efficacité si les choses sont bien faites. Même la gestion des ventes, le CRM stratégique, c'est aller se baser sur chaque client, comment tu peux maximiser la valeur de ces clients pour sortir les meilleures ventes possibles que ces clients peuvent te donner. Bien, tu as cette portion-là, tout à fait. Et là, tu vois, cette année, c'est intéressant que tu me poses cette question-là parce qu'il y a une innovation qu'on a implantée avec nos employés qui est, on va faire les business reviews maintenant, les revues d'affaires avec chacun de nos employés basées uniquement sur Power BI. Toutes les informations sont dans Power BI, la création des opportunités commerciales, les plans d'action qu'ils ont mis, la performance actuelle par rapport aux comptes qui sont considérés comme étant des opportunités commerciales pour l'année courante. Tout est documenté. Donc, maintenant, on demande à nos gestionnaires de territoire de venir en rencontre lorsqu'on fait un business review et de seulement regarder les rapports. Ils n'ont pas d'analyse à faire. Ce qu'on veut, par exemple, c'est qu'ils prennent les données qui sont là et qu'ils aillent de façon intelligente analyser la portée, les résultats et qu'ils peuvent se concentrer sur la compréhension de la situation et des plans d'action futurs. Wow, super intéressant. Donc, on voit que c'est pas juste des buzzwords, ça s'utilise, c'est applicable et les gens sont en train de bénéficier là-dessus. Oui, tout à fait. Mais je me répète, mais il y a certaines personnes, par contre, qui font les prendre par la main puis les accompagner là-dedans pour bien comprendre comment utiliser ces outils-là. Ça, c'était ma dernière question. J'imagine qu'on parlait maintenant de différentes générations d'employés qui rentrent. Ceux qui viennent d'intégrer le marché du travail sont plus aptes à adhérer aux technologies parce qu'ils naissent maintenant avec des téléphones. Alors que tu parles à une personne de 50, 60 ans, ah oui, on vient d'installer un nouveau programme. Maintenant, tu n'utilises plus des rapports écrits, imprimés. Tu dois aller sur tel logiciel, faire telle action pour accéder aux chiffres. Ça doit être difficile et ces gens-là peuvent avoir une source de stress. Oui, ça peut être une source de stress pour plusieurs employés, mais encore une fois, j'ai un buzzword dans le podcast, c'est le mot validation. Et à ma grande surprise, j'ai, exemple, mon plus jeune qui est né dans la génération informatique, qui est un gamer, qui est un gars high-tech. Mais quand on regarde ces outils d'analyse d'affaires-là, surprenamment, il n'est pas à l'aise avec ça. Ah oui. Parce que là, c'est plus une question juste de technologie. C'est le mindset. Comment je prends ces données-là et que j'analyse pour que ça fait du sens. C'est pas juste utiliser, mais interpréter. Tout à fait. Dans ce cas-ci, c'est l'interprétation des données qui est compliquée. C'est pas la technologie.
Mais tu as raison quand même, Diego. Chez des personnes un peu plus âgées, ils sont habitués à analyser les données, mais de les analyser dans ce format-là, là, la plateforme technologique devient un petit peu plus challengeante. Donc, tu vois que la validation de la compréhension de l'utilisation et de la capacité de maximiser l'outil va varier d'un employé à l'autre. Mais il ne faut pas prendre pour acquis que parce qu'un jeune qui a été élevé dans la technologie va être capable d'optimiser ces outils-là. Ça, c'est un bon point. On a toujours tendance à dire que les jeunes seront plus aptes, mais tu ramènes un bon point. Il faut aussi interpréter ce que tu vois, que tu collectes. Oui. Donc, la technologie, sans le savoir, ça vaut rien. Il faut avoir la connaissance de comment interpréter ce que tu fais et savoir prendre des actions par la suite. Il faut prendre une décision, non? Donc, il ne faut pas juste ah oui, la machine m'a sorti ça, elle va faire toute seule. Non, c'est juste un outil de travail. Tout à fait. Puis, on ne se le cacherait pas, là, beaucoup d'entreprises vont avoir un échec majeur lorsqu'ils implantent des nouvelles technologies. Et un des facteurs clés est le manque de formation et d'éducation sur l'outil. Souvent, on va avoir un outil, on va dire « Hey, c'est génial, on a investi des sommes faramineuses dans cet outil-là. » Puis on prend pour acquis que les gens vont comprendre comment l'utiliser. Il faut toujours compter un budget, formation, adéquation, adaptation à la nouvelle technologie. Oui, une formation de base et une formation continue par la suite. Donner une formation d'une demi-journée sur un outil, puis qu'après ça, on se dit « Parfait, partez dans la brousse et allez chasser maintenant. » Pas si sûr qu'au bout de 6 mois, ils savent comment vraiment chasser. Là. Il faut vraiment revoir les techniques. C'est pas si évident que ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Wow, super. Dino, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment une excellente discussion. Donc, le mot que nous pouvons retenir, c'est communication et validation. On a mentionné ça à plusieurs reprises. On sait qu'un gestionnaire doit écouter ses employés, adapter aux besoins de chaque employé, valider, toujours valider, pour s'assurer que l'employé a compris ce qu'il faut qu'il fasse, comment il peut y arriver, et de aussi toujours être ouvert à communiquer s'il y a un bloquant pour atteindre les objectifs qui ont été établis par département qui sont reliés à l'objectif stratégique. À toute l'audience, merci beaucoup d'avoir écouté. Donc, restez connectés pour les prochains épisodes. Nous allons diffuser plus de discussions thématiques intéressantes dans le domaine de la gestion. Merci beaucoup. C'est un plaisir.